Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de 24 heures Sénat. Tout de suite, les titres de ce journal. La fronde s'organise chez les maires. Reçus hier par Manuel Valls, ils sont sortis déçus. Le Premier ministre n'a pas voulu revenir sur la baisse des dotations qui asphyxient leur économie. Les explications dans ce journal. Il y a 10 ans, les Français disaient non au traité constitutionnel européen. Il serait, selon un sondage, beaucoup plus aujourd'hui. Décryptage d'un eurosceptisme grandissant. Jérôme Fourquet, analyste politique à l'IFOP, sera notre invité. Et puis, vous retrouverez à la fin de cette édition le très attendu micro-trottoir d'Alex Darmon. Cette semaine, pour aider l'UMP, il a conçu un slogan pour les Républicains, le nouveau nom que le parti pourrait adopter à l'occasion de son congrès dès demain. Les maires de France sont en colère, je vous le disais en titre. Ils ont rencontré hier Manuel Valls pour tirer la sonnette d'alarme, car la baisse des dotations plombe leurs investissements. Mais le Premier ministre n'a rien lâché. Du coup, l'Association des maires de France organise la fronde. Les explications de Quentin Calmet. Les maires ont fait leur compte et la baisse des dotations de l'État a déjà mis sur la paille 1500 communes. Selon l'Association des maires de France, l'effort financier demandé aux communes est disproportionné par rapport à ce qu'ils représentent dans la dette de l'État. De quoi alimenter un début de fronde parmi les édiles. Comme vous avez à la fois l'inquiétude sur les moyens et l'inquiétude sur le devenir, cela conduit l'immense majorité de nos maires à être, pour les plus modérés, dans l'anxiété et pour les plus actifs, dans la colère. Conférence de presse, interview dans les médias. Depuis plusieurs jours, François Baroin sonne le tocsin. Reçu hier à Matignon, il négocie directement avec le Premier ministre pour alléger le fardeau des communes. Les communes, un échelon essentiel de l'investissement public. Nous avons surtout souligné un point qui est la problématique de l'investissement public, qui est un moteur essentiel de l'activité économique. Il y a un effondrement de 30% prévu d'ici 2017, c'est 0,6 points de croissance. Le Premier ministre est lucide sur ce point et a essayé de faire un effort. Il propose un fonds d'1 milliard. Ce milliard n'est pas détaillé s'il s'agit de prendre à Pierre pour financer Paul parce que Jacques ne peut pas financer. En d'autres termes, s'il s'agit de piquer aux régions, aux départements pour financer les communes parce que l'État ne veut pas mettre de l'argent, la réponse est non. S'il s'agit en revanche d'une dépense de l'État et donc soutenir les communes dans leur volonté de développer les territoires, alors nous sommes prêts à continuer le dialogue. La balle est donc désormais dans le camp de Matignon. Mobilisation sur le terrain, campagne de communication dans la presse, rien n'est exclu pour l'Association des maires de France. Le bureau de l'AMF doit se réunir jeudi pour décider de la marche à suivre. 10 000 € pour un salon de coiffure, 80 000 € pour la restauration d'une église. Comment les sénateurs ont-ils dépensé en 2014 la fameuse réserve parlementaire, cette cagnotte qui leur est allouée pour subventionner des projets locaux? Le Sénat diffuse sur son site internet la liste de ses subventions et il y a quelques perles. Je vous invite à les retrouver en détail sur notre site internet publicsénat.fr avec une enquête signée François Vignal. Une enveloppe de 600 millions d'euros pour la métropole Aix-Marseille. C'est ce qu'a annoncé Manuel Valls en déplacement dans la cité phocéenne. Pas suffisant pour les présidents des intercommunalités qui doivent fusionner. On écoute la réponse du Premier ministre. On me disait 50 millions par an ou 50 millions par mois. Dans ce domaine-là, il faut éviter la démagogie. Les élus ne peuvent pas uniquement être en train de demander plus d'argent. 50 millions, 30 millions de supplémentaires grâce à la péréquation, une discussion qui reste ouverte, je l'ai dit, pour permettre le bon lancement de cette métropole. Le scrutin est clos depuis 1 heure. Plus de 200 000 militants UMP ont dit par vote électronique si oui ou non ils voulaient du nom les Républicains pour leur parti. Sans surprise, le oui devrait l'emporter. Demain, le congrès UMP devrait entériner ce changement devant 20 000 militants. Flora Sauvage. Dans quelques heures, l'UMP va disparaître. Après avoir repris les manettes du parti il y a 6 mois, Nicolas Sarkozy doit lancer demain les Républicains. Objectif, faire oublier les affaires et refonder le parti créé en 2002 par Jacques Chirac. Depuis un siècle, toutes les formations politiques de la droite et du centre ont eu le mot République dans leur intitulé. Et depuis un siècle, pas une seule formation politique de gauche
n'a voulu inscrire le nom République parce qu'à gauche, ils sont socialistes avant d'être républicains et que nous sommes républicains avant d'être gaullistes, libéraux, indépendants ou de droite. Voilà la réalité des choses. Demain, porte de la Villette à Paris, quelques 20 000 sympathisants vont se réunir en congrès. 5 heures de discours et une cinquantaine d'intervenants sont prévus pour enterrer l'UMP, allant de Charles Pasqua à Bernadette Chirac, en passant par la jeune garde du parti. Mais le budget est serré. Depuis sa conquête de l'UMP à l'automne 2014, Nicolas Sarkozy doit résoudre une équation compliquée, faire en sorte que le parti, endetté de 69 millions d'euros, devienne sa nouvelle machine de guerre en vue de la présidentielle de 2017. Et on reviendra sur ce sujet avec Alex Darmon à la fin de ce journal. N'oubliez pas de suivre notre édition spéciale demain. Il y a 10 ans, jour pour jour, les Français disaient non à 55% au traité européen. Selon un sondage réalisé par l'IFOP pour le Figaro, si les Français devaient revoter aujourd'hui, ils seraient plus de 60% à dire non. La tentation de quitter l'Union européenne serait-elle une constante des peuples qui la composent? Mounir Soussi. D'une décennie à l'autre, le référendum revient dans le discours des chefs d'État européens. Cette année, c'est David Cameron qui souhaite consulter son peuple sur le maintien de la Grande-Bretagne dans l'UE. Nous voulons aider l'eurozone à mieux fonctionner et nous ne souhaitons pas aller vers plus d'intégration. Donc nous avons des priorités différentes, mais nous poursuivons un objectif commun qui est de trouver des solutions à ces problèmes. Il y a 10 ans, la France exprimait un non retentissant en refusant la Constitution européenne. Mais en 2008, Nicolas Sarkozy fait ratifier le traité de Lisbonne par le Parlement. Une décision qui a accentué la fracture et le désamour vis-à-vis de l'Union européenne. Tout cela a conduit le peuple français à être très méfiant effectivement sur cette construction européenne qui, au lieu d'apporter une réduction des inégalités, eh bien, a plutôt contribué à renforcer ces inégalités. Et ça a provoqué par exemple aujourd'hui une crise de la politique, on voit bien, où il y a une véritable défiance aujourd'hui entre la population et les élites politiques en quelque sorte. Aujourd'hui, un pays entretient la défiance face à Bruxelles. La Grèce et son nouveau gouvernement, dirigé par Alexis Tsipras, remet régulièrement en cause les conditions du remboursement de sa dette. À tel point que Christine Lagarde, la présidente du FMI, évoque pour la première fois la possibilité d'une sortie de la Grèce de la zone euro. Voilà, et pour parler de ce thème, je reçois Jérôme Fourquet, analyste politique à l'IFOP. Bonjour Jérôme Fourquet. Alors 10 ans après, vous avez donc réalisé un sondage qui indique que plus de 60% des Français voteraient non aujourd'hui. Est-ce que vous avez été surpris par ces résultats? Alors on n'a pas été énormément surpris, parce qu'on voyait depuis un moment déjà que la fracture béante qui s'était manifestée en 2005 était toujours présente. On l'a vu de différentes façons dans des élections comme la présidentielle ou d'autres scrutins encore. Là, quand on regarde la carte électorale, on voit bien toujours ressortir par moment cette France du non. D'autres sondages indiquaient aussi qu'il y avait une très forte défiance. Ce qui se joue ici, c'est une partie qui s'était déjà engagée en 2005, à savoir que on a en fait une opposition sociologique sur cette question entre des catégories plutôt favorisées, les CSP+, comme on dit dans notre jargon, qui sont encore majoritairement acquises au oui. C'était déjà le cas au moment de Maastricht en 92. Des catégories populaires, ouvriers, employés qui votaient non, majoritairement. Et des classes moyennes qui, en 92, au moment de Maastricht, étaient pour le oui. En 2005, ont basculé timidement vers le non, ce qui a provoqué la bascule globale à 55% pour le non. Et là, dans notre sondage, on est aujourd'hui à 62% pour le non sur l'ensemble du corps électoral. Mais les classes moyennes, aujourd'hui, voteraient autant non que les catégories populaires. Donc c'est une diffusion de cette défiance du bas de la société qui remonte progressivement et qui touche aujourd'hui très largement les classes moyennes. Mais qu'est-ce qui peut expliquer encore un tel rejet aujourd'hui? Alors en fait, les Français sont dans une situation une posture assez paradoxale vis-à-vis de l'Europe, parce que sur d'autres réponses de la même enquête, on a des chiffres tout à fait encourageants pour les pro-européens. On a par exemple plus de 2/3 des Français qui seraient favorables à l'élection d'un président européen uni au suffrage universel direct. On a à peu près la même proportion aussi pour l'élection la nomination d'un ministre commun de l'économie et des finances. Donc, comment interpréter ce paradoxe? En fait, les Français considèrent que la construction européenne est au milieu du gué et que c'est la moins bonne des positions puisque nous cumulons tous les handicaps sans en avoir les avantages. Et ce qui se passe, c'est que les avantages qui avaient été vendus aux Français en 92 et avant, et puis ensuite, en matière de prospérité,
d'emploi, de compétitivité économique ne sont pas au rendez-vous. Pour beaucoup de Français, l'euro, c'est la vie chère, c'est le chômage, c'est les délocalisations. En matière de protection, si on disait l'Europe, c'est la paix, on voit bien qu'il y a des bruits de bottes en Ukraine, que sur la frontière sud de la Méditerranée, les choses ne se passent pas bien, que quand la France elle intervient au Mali, elle est seule, ses autres partenaires européens ne sont pas là. Et donc, les Français aujourd'hui hésitent en disant, pour obtenir ces avancées, est-ce qu'on doit aller encore plus loin ou est-ce que on arrête tout et on se replie sur le précaré national. Et donc cette espèce de tension qui aujourd'hui s'exprime sondage après sondage. D'accord, donc oui, finalement aujourd'hui politiquement, à qui ça profite, c'est au Front National? Alors, on voit que dans d'autres pays européens, notamment ceux du sud de l'Europe, ce sont plutôt des formations politiques marquées à gauche qui ont surfé ou qui ont profité de l'euroscepticisme avec une crise sociale très très grave et très profonde. En France, depuis un moment déjà, c'est le Front National qui tire les marrons du feu, si vous me permettez l'expression, et qui se renforce scrutin après scrutin sur cette France du non, parce qu'il est aujourd'hui le plus capable de répondre aux trois formes d'insécurité que vivent ces Français de la France du non, une insécurité économique, une insécurité physique, et puis une insécurité culturelle ou identitaire. C'est le seul parti qui arrive aujourd'hui à articuler cela. Merci Jérôme Fourquet d'être venu sur notre plateau. Place maintenant au micro-trottoir et justement, alors que pensent les élus UMP de ce nouveau nom, les Républicains? Alex Darmon est allé poser la question au siège du parti. Il a même proposé un nouveau slogan. Allez, on regarde. Dire qu'on va le perdre. Cette semaine dans le micro-trottoir, on revient sur le changement de nom de l'UMP. Qu'en pensez-vous? Êtes-vous d'accord? Les Républicains, je veux la voir. Que reste-t-il de l'UMP? Que reste-t-il? Moi j'aimerais bien que ça reste bien. Ah, vous aimeriez bien. Qu'est-ce qu'on garde de l'UMP alors, pour les Républicains? On garde la base militante. Moi j'aimais beaucoup le logo parce qu'il représentait quand même le chêne, la force, la robustesse. Vous faites quoi ce week-end? J'ai 2 places pour le congrès de l'UMP. Ils veulent s'américaniser, il y aura des hamburgers ce week-end, républicains, tout ça. Ouais mais bon, French fries quoi. Pourquoi ça vous plaît pas les Républicains? Parce que j'aime pas le changement. Le changement c'est maintenant? Non, pas pour tout. Mais qu'en pensent les sénateurs démocrates et républicains? Enfin, démocrates et enfin, oh, je sais pas, je vais leur demander. Et quand vous créez une union des démocrates, il y a eu plein de partis qui sont appelés comme ça. Quoi, les autres, ils n'étaient pas démocrates? Si. Bon, alors. Des Républicains, il y en aura à l'extérieur du mouvement Les Républicains. Quand vous dites Union française, les autres ne sont pas français? Si. Il y aura des Républicains qui ne sont pas au Parti des Républicains. Mais il y a aujourd'hui des socialistes qui ne sont pas au Parti des socialistes. Le Parti socialiste a un nom. Il est connu. Oui. C'est le Parti socialiste. On change rien. Depuis l'arrivée de JC, enfin je parle de Jean-Christophe Cambadélis, on change rien. Bon, un nom c'est bien, mais maintenant, il faut un slogan. J'ai un peu bossé en fait. Non. Si, je vous promets. Pas d'horreur comme ça. Vous avez travaillé? Ben oui, je travaille toutes les semaines, vous le savez. J'ai travaillé sur le slogan. Alors, vous venez me dire ce que vous en pensez. J'ai pensé à Yes We Can. Ce serait bon de garder un slogan en français d'ailleurs. D'accord. Pas forcément en latin ou en grec, c'est aussi l'actualité. République One Direction, pour essayer de ramener des jeunes. Non, parce que One Direction, d'abord, moi, le côté teenagers c'est les jeunes vont voter, qui sautent sur les plages, là, c'est sympathique. Enfin bon, c'est pour vous. Ça, ah bon, vous croyez que je saute sur les plages, me l'été? Je fais rien, enfin, une tête à pas faire grand-chose. Mais bon, voilà. Non, je vous inquiétez pas, je travaille au... C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Juste après, retrouvez La Politique c'est net. Caroline Deschamps reçoit Baudry et Louison pour parler dessin de presse et réseaux sociaux. Bonne et belle soirée à tous sur Public Sénat.